24 janvier 2008, la Société Générale, l'une des plus grandes banques de France, annonce une perte de 4,9 milliards d'euros. Une perte causée par un seul homme. Un seul trader, âgé de 31 ans, avait réussi à engager, à lui seul, des positions sur les marchés atteignant près de 50 milliards d'euros. Un montant supérieur aux fonds propres de la banque tout entière. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près comme si une seule personne, dans un bureau, pouvait engager davantage d'argent que toute la richesse accumulée par l'entreprise qui l'employait. Le nom de cet homme, Jérôme Kerviel. Comment un homme seul, dans un bureau, a-t-il pu engager une somme pareille sans que personne ne s'en aperçoive ? Et surtout, comment cette histoire peut-elle nous éclairer sur les dangers du risque et de l'effet de levier, y compris pour un investisseur particulier ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre le métier que Jérôme Kerviel exerce à la Société Générale, ainsi que le parcours particulier qu'il y mène. Il commence sa carrière au Middle Office, un service chargé justement de contrôler les opérations des traders et de vérifier que leurs positions respectent bien les règles internes. Il y passe plusieurs années et y apprend en détail comment fonctionnent les systèmes de surveillance de la banque, leurs procédures, leurs délais de vérification et surtout leurs angles morts. En 2005, il passe de l'autre côté du miroir. Il devient lui-même trader au sein d'une équipe spécialisée dans les produits dérivés sur indices boursiers européens. Son travail officiel consiste à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Prendre une position sur le marché, puis prendre immédiatement une position inverse pour se couvrir contre le risque. En théorie, ce métier ne doit générer que de petits gains, réguliers, avec un risque quasiment nul, puisque chaque position est censée être neutralisée par une autre. Mais Kerviel ne se contente pas de cette stratégie prudente. Il commence à prendre des positions non couvertes, c'est-à-dire des paris directionnels sur l'évolution des marchés, sans la protection censée équilibrer le risque. Si le marché monte dans le sens qu'il a anticipé, le gain est bien réel. Mais rien ne vient limiter la perte si le marché va dans l'autre sens. C'est précisément le genre de risque que les limites internes d'une banque sont censées empêcher. Son équipe, composée de 8 traders, est soumise à une limite d'exposition globale de 125 millions d'euros à ne jamais dépasser en fin de journée. Pour contourner ces limites sans se faire repérer, Kerviel met en place un système de dissimulation. Grâce à sa connaissance approfondie des systèmes de contrôle, acquise pendant ses années au Middle Office, il saisit dans les logiciels internes de fausses opérations de couverture qui n'existent en réalité que sur le papier. Aux yeux du système de la banque, chacune de ces positions risquées semble donc parfaitement équilibrée par une opération inverse. Mais dans les faits, cette opération n'est qu'une écriture fictive, destinée uniquement à faire disparaître le risque des radars. Ce mécanisme fonctionne pendant plusieurs mois, qui deviennent plusieurs années, sans être détecté. Certaines alertes internes sont bien déclenchées à plusieurs reprises, mais Kerviel parvient à chaque fois à fournir des justifications suffisamment crédibles pour éviter une vérification plus poussée. Ce mécanisme illustre un principe fondamental de la gestion du risque que les banques appliquent notamment à grande échelle et que chacun devrait appliquer. Une limite d'exposition existe précisément pour empêcher qu'une seule position, aussi convaincante soit-elle, puisse mettre en péril l'ensemble d'un portefeuille. Contourner cette limite, que ce soit en cachant l'ampleur réelle d'un pari ou simplement en se mentant à soi-même sur le risque réellement pris, ne change rien au danger sous-jacent. Cela ne fait que le rendre invisible jusqu'au jour où il devient impossible à ignorer. Fin 2007, l'une de ces positions non couvertes génère, sur le papier, un gain de 1,4 milliard d'euros. Un montant énorme, dissimulé lui aussi, puisqu'il ne devrait tout simplement pas exister selon les règles que Kerviel est censé respecter. Mais début 2008, la situation bascule. Les marchés financiers mondiaux commencent à chuter fortement dans le sillage de la crise des subprimes qui s'aggrave aux États-Unis. Les positions massives que Kerviel a accumulées et qui reposaient sur une anticipation de hausse des marchés se retrouvent brutalement exposées dans le mauvais sens. Le 18 janvier 2008, un contrôle de routine finit par révéler une incohérence dans les opérations de Kerviel. Les vérifications se succèdent.
En quelques jours, l'ampleur réelle de ces positions apparaît au grand jour, près de 50 milliards d'euros d'exposition sur les marchés à terme, un montant représentant environ 1,5 fois les fonds propres de toute la banque. La Société Générale se retrouve alors face à un choix impossible. Déboucler une position aussi massive du jour au lendemain, sans faire s'effondrer les cours par ses propres ventes, relève quasiment de l'équation insoluble. La direction de la banque décide malgré tout de liquider l'intégralité des positions sur 3 jours, en plein effondrement des marchés, et alors même que la bourse américaine reste fermée un jour férié, réduisant encore le nombre d'acheteurs disponibles. Résultat, les positions sont bradées dans des conditions particulièrement défavorables. Une fois les gains fictifs de Kerviel soustraits des pertes réelles liées à cette liquidation forcée, le montant final s'élève à 4,9 milliards d'euros. Le 24 janvier 2008, la Société Générale rend l'affaire publique. Le choc est immédiat, en France comme à l'international. La banque doit lancer une augmentation de capital de plusieurs milliards d'euros simplement pour reconstituer ses fonds propres. Le procès qui suit devient l'un des événements judiciaires financiers les plus suivis de la décennie en France, retransmis et commenté quotidiennement dans les journaux. Kerviel reconnaît avoir dépassé ses limites, dissimulé ses positions et menti à ses collègues. Mais il affirme également que sa hiérarchie connaissait, au moins en partie, l'existence de ces pratiques tant qu'elles généraient des profits pour la banque. Selon lui, tant que les paris rapportaient de l'argent, personne ne se posait vraiment de questions sur la façon dont les résultats étaient obtenus. La Société Générale, de son côté, rejette fermement cette version et insiste sur le fait qu'aucune banque ne pourrait sciemment tolérer un risque d'une telle ampleur, capable de menacer sa propre survie. En 2010, Kerviel est condamné à 3 ans de prison ferme et à rembourser l'intégralité des 4,9 milliards d'euros de pertes. Un montant totalement disproportionné par rapport aux capacités financières d'un individu qui restera essentiellement symbolique. En 2014, la Cour de cassation revient partiellement sur cette décision en partageant la responsabilité entre le trader et la banque elle-même et en annulant l'obligation de rembourser les 4,9 milliards. Cette affaire n'est pas seulement l'histoire d'un trader isolé qui aurait perdu le contrôle. C'est aussi l'histoire d'un système de contrôle interne qui a échoué à plusieurs niveaux, dans une banque où la pression à la performance pouvait, dans les faits, entrer en tension avec la rigueur du contrôle des risques. Et c'est peut-être là la vraie leçon de cette histoire. Une position non couverte reste une position non couverte, qu'elle soit dissimulée dans les livres d'une banque ou simplement ignorée dans un coin de son propre portefeuille. Ce sont les limites qu'on se fixe et qu'on respecte réellement qui protègent d'une perte capable d'emporter bien plus que ce qu'on avait prévu de risquer au départ. Et vous, pensez-vous que Kerviel a agi seul ou que sa hiérarchie savait ? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires de scandales financiers qui ont marqué l'histoire.